Voilà, Ce soir, édition Nice Casino, spéciale, ça va 21h, dans 15 commencer secondes désormais. Soirée les spéciale vingtaines, sur BFM les TV. 20 On y est pour ans de fêter BFM les TV, 20 ans de votre chaîne. 20 ans 20 ans à d'infos, 20 vous ans informer. d'événements, C'est une émission spéciale 20 qu'on ans vous propose ce d'informations, soir en 20 ans direct, d'actualité. Voilà, présentée n'hésitez par pas à Olivier poser des questions Truchot sur et Alain ça. Marchal. Et j'ai envie de Voilà, dire une seule chose ce soir à 21h. Bon anniversaire, BFM TV. voilà, ça va commencer là. C'était il y a 20 ans. 20 ans, Une nouvelle chaîne 20 faisait ans, son apparition à la télévision. 20 ans de tout. BFM TV. Plus de direct, Priorité au direct. Dominique Strauss-Kahn, inculpé. Voilà, je vous laisse vivre ces 20 ans de BFM TV. Je le fais avec 128 morts à Paris, l'état d'urgence décrété. plus d'infos sur tous les terrains. On va vous emmener au plus près de l'événement. Tout le temps, pour tous. Une explosion a endommagé la centrale de Fukushima. On parle de la disparition d'une icône. 20 ans passés à témoigner, La réplique a surpris tout le monde. à donner la parole, Il y a un vrai vent de liberté. à éclairer ces événements qui ont changé le monde. 20 ans à être les premiers à vous informer. 20 ans que vous faites de nous la première chaîne d'info. BFM TV, 20 ans qui ont changé l'info. BFM TV, 18h, Routel Krief. Bonsoir à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de l'info que je suis très fière de lancer avec vous ce soir. Tout de suite, les titres à la une de BFM TV. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue. voilà, édition spéciale. Pour tout vous dire, il va y avoir de l'ambiance ce soir sur le plateau de BFM TV parce que pour trahir un secret qui n'en est pas un, en fait, on est face aux collègues. C'est la première fois. Ils sont là. Alors, bonsoir Olivier. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Il faut se souvenir quand même. Je vous laisse ce petit événement aujourd'hui, Le 29 longtemps. novembre 2005, coup d'envoi de BFM TV avec Routel Krief qui lançait donc cette chaîne qui allait révolutionner la façon de raconter l'actualité Alors, en France. Je vais faire comme Ruth, je vais vérifier l'oreillette, c'est bon, tout le monde est là, la régie, tout est placé. Pour fêter ces 20 ans, en fait, ce soir, on va vous raconter les grands événements qui ont marqué l'histoire de la chaîne, avec ceux qui nous ont accompagnés, surtout qui vous ont accompagnés. Tout le monde est là ce soir. Plein d'images ce soir pour revisiter ces 20 ans d'actualité et puis surtout vous montrer comment BFM TV a révolutionné la façon de raconter l'actualité au quotidien parce que BFM TV ça ne s'arrête jamais, c'est du direct 24 heures sur 24. Alors nous on va pas faire 24 heures sur 24 mais on est là au moins jusqu'à minuit. Au sommaire de cette émission, 4 temps forts, 20 ans auprès de vous pour vous raconter la crise des Gilets jaunes, le moment où la France était en colère. L'incendie de Notre-Dame, on avait peur de perdre la cathédrale de Victor Hugo, les manifs de la loi mariage, la crispation sociétale française et puis la France qui pleurait l'idole des jeunes, Johnny Hallyday. C'est aussi 20 ans d'actualité politique avec l'affaire DSK, l'irruption de BFM TV dans les campagnes présidentielles. On a été la première chaîne info à retransmettre en direct les grands meetings de l'élection présidentielle. Le scrutin 2017 avec l'arrivée de ce jeune candidat Emmanuel Macron et puis le fameux débat entre Ségolène Royal et François Bayrou, un acte fondateur pour BFM TV. Au sommaire également, 20 ans de crise internationale, suivis au plus près par les reporters de BFM TV, tous ceux qui ont parcouru le monde, parfois en se mettant en danger, en vivant au plus près de tous les drames et pour vous raconter l'histoire de la planète. Et puis on terminera bien sûr avec les événements que nous avons vécus ensemble et qui nous ont tous bouleversés. Je veux parler par exemple des attentats du Bataclan, la tuerie de Charlie Hebdo, en passant par ces faits divers extraordinaires qui deviennent ensuite des phénomènes de société. Et pour ouvrir le premier chapitre des événements qui ont marqué ces 20 ans, il y a un homme qui tout de suite a dit il faut y aller, il faut y croire, il faut créer cette chaîne d'information. C'est Alain Veil qui est avec nous. Bonsoir Alain. Au-dessus d'Alain Veil, Mathieu Coache, qui est là depuis le début, grand reporter politique. Il a vécu les tout débuts de BFM TV. Il a vu comment cette petite chaîne est devenue la chaîne préférée des Français. Elle a été l'incarnation de la météo aussi. Fanny Agostini est là pendant plus de 6 ans.
Elle a été parmi les premières présentatrices à alerter sur le dérèglement climatique. La météo, c'est son truc et parfois, ça a été compliqué pour elle. Vous allez le revoir. Merci Thomas Soto d'être là. Parce que Thomas, habituellement à ce heure-ci, il dort. C'est le patron de la matinale d'RTL, mais il a vécu aussi les grandes heures de BFM TV pendant 6 ans, c'est ça Thomas. Il va nous raconter, c'était l'un des grands journalistes de la chaîne, il va nous raconter ses souvenirs BFM TV ce soir. Elle s'est levée aussi tôt, très tôt pour vous informer avec Christophe Delay. C'est Pascal de la Tour du Pin qui est avec nous aussi. Elle continue de se lever tôt puisqu'elle présente la pré-matinale aussi d'RMC. Et puis nous sommes entourés des journalistes, mais aussi des techniciens, de tous ceux qui font vivre l'actualité au quotidien sur BFM TV, les chefs de service, et ils prendront la parole bien sûr tout au long de l'émission. Et puis nous accompagne ceci aussi le patron de Paris Match, Jérôme Béglé, parce que l'actualité telle qu'elle a été vécue par BFM TV, elle a fait aussi la une de Paris Match, et nous reverrons justement ces unes dès qu'on sera allé chercher Jérôme Béglé. Qu'est-ce qu'elle a à la Tour du Pin? Je pose une question. Qui a décidé que c'était vous qui présentez les 20 ans de BFM? Non, c'est une bonne question. Non, parce que ces messieurs, je ne sais pas si vous êtes assez sérieux pour faire ça, parce que quand on voit ce qui se passe parfois à l'antenne, regardez. Alors, ça, c'est un peu l'uniforme qu'on doit avoir en ce moment dans la capitale. On doit être à l'abri des intempéries. Le député UMP Philippe Lelouch, Pierre Lelouch, Philippe Lelouch est le réalisateur. Pierre Lelouch, bonsoir, excusez-moi. Monsieur le député, vous connaissez bien cette région, le Sahel. Il faut en tenir compte, sinon on va dans le mur en 2017. Merci Manuel Valls, merci Jérôme Guedj, parce que justement on parlait de Manuel Valls en plateau. Ouais, je vous ai pas insulté quand même, Jérôme Guedj. Il m'a dit merci Manuel Valls. Tatouf m'étouffe, la chatte à la voisine, tu pues du cul, ce sont vos titres. Hein. Oui. Tu veux mon zizi, Alice Aguis, j'en passe, c'est des meilleurs. Je suis marabout, je suis né dedans. Est-ce que je peux venir vous voir pour jeter un mauvais sort, par exemple, sur Alain Marchal? Oui, sur moi. Pour m'évincer. Oui. Et pour ses cheveux, vous pouvez faire quelque chose? Du dos, c'est désagréable. De BFM Story. Voilà ce que dit le président Macron, c'est pas des casseroles qui feront avancer la France. On l'écoute. Merci Pascal, merci. C'est cadeau. On va commencer avec le premier flashback. Oui, le premier flashback. Les équipes de Ligne Rouge dirigées par BFM TV, par Nicolas Poincaré, sont replongées dans les archives de la chaîne. Elles sont allées regarder 20 ans d'événements qui ont rythmé l'actualité au plus près de vous. La tempête Xynthia. Notamment les Gilets jaunes, le mariage pour tous, la France championne du monde de foot, l'incendie Notre-Dame. Bref, tout ça, on l'a vécu en direct sur BFM TV. Regarde BFM TV, Priorité au direct sur BFM TV. Vous êtes sur place. Découvrez les toutes premières images. À l'instant, information BFM TV. Nous y reviendrons évidemment tout au long de nos prochaines éditions. Depuis 20 ans, BFM TV est dans le quotidien des Français, à travers ce qui les unit, à travers ce qui les divise. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est sans doute la tempête Xynthia. Je suis en direct sur la vie ouest de 15. Au milieu des eaux, cette exploitation prise au piège, isolée du reste de la commune de La Faute-sur-Mer. Là, nous sommes au-dessus de La Faute-sur-Mer. Voilà, le quartier là que vous voyez, nous le survolons. C'est le quartier du Pertus breton notamment, avec le camping. Voilà, on était là, on était par là hier à pied. On nageait à peu près à ce niveau-là. J'ai retiré les tuiles et on s'est engouffré dans les combles. Mon épouse et moi, on s'est retrouvés coincés, littéralement pris comme des rats dans un piège. Xynthia, c'est la plus grande catastrophe récente connue par la France. Une 50aine de morts après le passage d'une tempête qui survient un week-end dans la nuit de samedi à dimanche. Et au début, on ne mesure pas en fait l'étendue des dégâts. D'ailleurs, je me souviens, moi, pousser à ce moment-là, dire mais les gars, c'est gros, c'est majeur. Et donc on part et on découvre l'étendue des dégâts. Et grâce à nos moyens modernes, flexibles, de direct, on peut raconter et mesurer en direct l'étendue de la catastrophe. Le quartier général
de l'info en direct de l'Aiguillon-sur-Mer ce soir. L'Aiguillon-sur-Mer durement frappé par les conséquences de la tempête de samedi. L'Aiguillon et la Faute-sur-Mer juste à côté. L'eau est montée par endroits jusqu'à 3 mètres de haut. 3 mètres d'eau, il faut lever les yeux pour le voir. On voit les marques d'eau sur les façades qui ont marqué les peintures des façades. Oh, les murs sont tout pétés. Oh, pardon. Oh, quelle horreur. Oh, quelle horreur. Oh, ça monte. Oh, la vitre, la baie vitrée. Oh, le meuble. Moi, du coup, je pars seule. Et je retrouve le correspondant de Nantes à l'époque, qui lui est déjà sur place. On se rend compte de l'étendue du désastre. Les hôtels sont tout est coupé. Voilà. Il y a des témoins. Après, vous allez me dire dans les commentaires la chaîne où vous regardez. Quelle chaîne vous regardez le plus en chaîne d'information quelle chaîne? Moi, je regarde beaucoup BFM TV. Je regarde beaucoup. La preuve, hein, vous le voyez. Voilà. Ben, dites-moi dans les commentaires quelle chaîne vous préférez. Dites-moi ce que vous en pensez de BFM TV. Est-ce que c'est une bonne chaîne d'info? Dites-moi dans tout ça. Il y a 20 ans, voilà, dites-moi. Commençait à arriver dans la cour. J'étais pas sûr de moi et quand je suis descendu, ça rentrait déjà dans la maison. Et puis moi, mon objectif, c'était effectivement d'aller dans les bâtiments d'élevage, puisque tous les animaux sont dans les bâtiments. Moi, si on me dit de partir, je m'en vais. Hein. Alors là, sans aucun problème. Ouais, on a trop eu peur. Hein. Je pensais pas à ce point en France que ça puisse prendre des proportions telles en fait. Des maisons entièrement ravagées, c'était vraiment... J'avais déjà fait pas mal de catastrophes à l'étranger, mais c'était la première fois que vraiment dans le pays, c'était à ce point-là catastrophique, quoi. Les gars, dès qu'on a une image live en extérieur, on la jouera. Édition spéciale consacrée aujourd'hui à la grande journée de manifestation aux opposants du mariage homosexuel. Le combat de la protection de la famille. On est toujours là. On ne veut pas écouter le droit des enfants à avoir un père et une mère, tout simplement. Je veux absolument protéger la filiation. Donc, un enfant a besoin d'un père et d'une mère sur son état civil. On va retrouver Damien Fleureau maintenant, qui lui est en direct de la place d'Italie, où de nombreux sympathisants et quelques responsables de l'UMP sont présents. Et oui, puisque Frédéric, le cortège s'était lancé il y a quelques minutes ici de l'avenue des Gobelins, quelques mètres de la place d'Italie, direction le Champ de Mars. Et en tête de ce cortège, eh bien, il y avait Jean-François Copé, le président de l'UMP. Je pense qu'un projet comme celui-là vient diviser profondément la société française à un moment où François Hollande devrait la rassembler. Je suis là comme française, comme tous les Français qui sont venus le pas avec lui pour dire au président de la République de retirer ce texte qui déstructure notre société. J'en ai fait quelques-unes. Ouais, c'était vraiment des manifs pas simples. Et pareil, je sais que j'en ai fait des manifs, mais c'était vraiment très très agressif. Ouais, c'était le début vraiment où c'était plus du tout marrant d'aller en manif. Messieurs les journalistes, je vous en supplie, arrêtez de parler des anti-gays. Nous ne sommes pas anti-gays. Il fallait faire attention, c'était vraiment pas simple. Il y avait vraiment un clivage de la société qui était extrêmement prégnant à ce moment-là. Et les manifs étaient vraiment pas simples. Le résultat du scrutin. Pour 331, contre 225. Après 136 heures et 46 minutes
débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Bonsoir à tous, à la une ce soir, deux prénoms, Vincent et Bruno, l'histoire du premier mariage homosexuel en France, un moment historique pour notre pays. C'est donc un grand honneur pour moi de vous dire que vous êtes unis par le mariage au nom de la loi. S'il fallait retenir une chose avant tout de ce premier mariage homosexuel en France, c'est d'abord évidemment l'émotion. L'émotion de deux hommes qui se sont dit oui, les larmes qui montent aux yeux de Vincent lorsqu'il prononce son consentement face à son compagnon Bruno. C'était un mariage, comme tout le mariage en fait, extrêmement émouvant, tout le monde était hyper heureux. Alors évidemment, il y avait un côté très militant aussi, il y avait plein d'assauts qui étaient venus, mais en fait, le maire a dit ses textes de loi comme pour n'importe quel mariage. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Et en fait, pour le coup, là, c'était plutôt très zen. C'est un moment historique et vraiment avec un avant et un après patent. Donc oui, ça prend beaucoup de place à l'antenne à ce moment-là, évidemment. Est-ce que tu peux lâcher l'extérieur, hein, s'il te plaît? Les Gilets jaunes, au départ, ça commence de rien. Voilà, on voit des gens qui ont des profils très différents, très variés, qui manifestent contre le pouvoir d'achat, contre le prix de l'essence. Ils continuent de bloquer ce rond-point à Saint-Étienne-du-Rouvray, à continuer de mener leur barrage filtrant. Nous sentons délaissés. Monsieur Macron s'en fout complètement de nous. Et pourtant, j'ai voté pour lui. Tout augmente, la nourriture, le carburant, etc., le chauffage, etc., sauf les salaires. La colère, elle est bien profonde, et je vous le dis bien, mais je pense que là, on a atteint une limite vraiment où il n'y a pas de point de retour. Nous sommes en mesure, très vite, de raconter cette colère et de la mettre en direct. Et moi, j'ai le souvenir de délocalisations incroyables au cœur de la France. Je me souviens d'une matinale orchestrée autour d'un simple rond-point. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV dans Première Édition. Nous avons choisi ce matin d'aller à la rencontre des Gilets jaunes. Nous avons choisi d'être ici, près de Roanne. Et je me souviens, là encore, de façon très authentique, autour d'un brasero, écouter et rendre compte de la colère quotidienne de tous ces gens qui se sentent oubliés du pouvoir. Vous avez le sentiment que les gens qui nous gouvernent sont un peu loin de vos réalités? Ah bah oui, tout à fait, même carrément. Carrément, oui. Parce que nous, on va leur donner notre salaire d'un mois, ces gens-là. On va voir comment ils vont vivre. On découvre un nouveau mouvement qu'on ne connaissait pas, qui manifeste à Paris, dans toute la France. À cette époque-là, je travaille systématiquement le week-end. Et donc systématiquement, je vais couvrir chaque manifestation. Et très vite, le mouvement va prendre une ampleur inédite et spectaculaire avec le fameux dernier week-end de novembre et début décembre, où j'ai même comparé ces violences-là à une guerre civile sans armes à feu. À Paris, il y a évidemment ces tensions qui se concentrent toujours autour de la place de l'Étoile, dans le quartier des Champs-Élysées. Ce sont désormais 2, 3, 4 voitures qui sont en flammes actuellement. Situation effectivement extrêmement tendue. Pour être tout à fait honnête, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Voilà, des pavés comme ceux-ci qui ont été arrachés de la chaussée et qu'on a jetés contre cette vitrine de Monoprix. C'est peut-être l'image la plus désolante de cet après-midi de manifestation, puisqu'effectivement, des individus ont tagué l'Arc de Triomphe. Cette colère, même si elle est grandissante, même si elle se traduit par de la casse,
il est hors de question de ne pas la traiter et de ne pas la raconter. Même si parfois BFM a été prise à partie, de façon injuste d'ailleurs. Ce qui est nouveau aussi pour nous, c'est que c'est la première fois que je me retrouve face à des gens qui vont nous détester, nous journalistes et BFM TV en particulier. Et c'est la première fois que je me retrouve face à des gens qui nous accusent de ne pas dire la vérité. Il y en a marre des menteurs qui sortent du journaliste. C'est pour qui? C'est pour BFM. BFM On a des gardes du corps aussi à chaque fois, des équipes de 2 avec un caméraman, JRI et un rédacteur reporter. On a un garde du corps chacun. Alors c'est vrai que ça dégénère, c'est vrai que ça casse, c'est vrai que nous devons rendre compte de ça. C'est vrai qu'on peut nous accuser d'encourager le mouvement à travers nos images. Mais ce n'est pas le cas. C'est la traduction d'une colère et l'incapacité du gouvernement à y répondre dans un premier temps. Ouais, Charles, la pub de 15-50 avec aussi. Priorité au direct parce qu'on a des images à l'instant de Notre-Dame à Paris où un incendie Voilà, ça c'est Notre-Dame, je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette histoire. Il y a quelques de instants. Notre-Dame de Paris qui a été Et brûlée. ce sont les premières images qui nous parviennent. On découvre cette image en direct de la flèche qui brûle et Ruth Elkrieff qui la découvre en même temps que nous. On est en train de voir la toiture en partie ravagée par les flammes à cette heure-ci. Ce que je peux vous décrire à l'heure Est-ce actuelle, que ça vous a c'est marqué, une scène d'une brutalité cette histoire de immense. Notre-Dame de Paris qui a été brûlée? Est-ce que ça vous a marqué? Regarde, ça tourne, ça tourne. Nous allons travailler toute la nuit. On passe évidemment immédiatement en édition spéciale. On raconte la progression et le travail incroyable des pompiers dans les brasiers de Notre-Dame de Paris. Et la maîtrise du feu avant minuit. C'est tellement incroyable qu'on a l'impression d'être dans un mauvais film et on sent une grande tristesse mais on n'arrive pas à réaliser. C'était choquant. Et puis on est complètement impuissant parce qu'on la voit complètement s'effondrer devant nos yeux, on peut rien faire du tout, c'est l'horreur. Il est évidemment hors de question de rester dans le studio. Nous allons délocaliser. Mais à ce moment-là, impossible de repérer les lieux. J'arrive sur place, il est 4h30 du matin ou 5h. Et il faut trouver un endroit où faire l'émission. Et je me vois courir autour de Notre-Dame de Paris pour trouver, à quelques minutes de l'antenne, le bon plan qui va permettre à la fois de livrer le meilleur point de vue sur Notre-Dame de Paris en partie détruite, et d'autre part qui va permettre à nos invités d'arriver le plus rapidement possible jusqu'à nous. La première information, c'est que cet incendie est désormais maîtrisé, mais il reste évidemment sous extrême surveillance. Moi, j'ai une idée très précise sur la délocalisation. Il faut que le présentateur, s'il est sur place, livre une plus-value. Et la meilleure façon de livrer une plus-value, c'est d'être sur un site évolutif dans lequel le présentateur peut se mouvoir, se déplacer, aller à la rencontre des acteurs de l'événement que l'on retransmet. Bonjour Edouard Delamal, merci d'être avec nous, président de l'Observatoire du patrimoine religieux. Bonjour Franck Riester. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, ministre de la Culture. Maxime Cumunel, bonjour, vous êtes le secrétaire général de l'Observatoire du patrimoine religieux. Anne Le Breton qui a passé une bonne partie de la soirée ici. Madame, bonjour. L'émotion est immense ce matin. Quand on est sur place, ce qu'on perçoit, c'est l'émotion immense que ça provoque. Et cette émotion dans un studio, on ne la perçoit pas de la même façon. C'est un cauchemar, Alexandre? Oui, c'est un cauchemar. Et puis là, d'en prendre la mesure en se réveillant ce matin, c'est encore pire. C'est vraiment la stupeur, la consternation qui règne, en tout cas dans mon cœur. Mais aussi... Et lorsqu'on perçoit l'émotion, on est infiniment meilleur dans la façon de poser les questions. Parce qu'on y met son cœur, parce qu'on y met ses tripes, parce que votre interlocuteur le ressent, et qu'il est donc meilleur. Ils sont prêts pour l'extérieur 1 Coupe du Monde 2010, vibrez au rythme des matchs sur
oui, c'est le jour J avec le journal spécial mondial de Benjamin Dubois. On est rassurés pour les joueurs, ça va très bien se passer pour eux. En tout cas, 19e édition d'un mondial, c'est parti cet après-midi. On est en 2010, l'équipe de France est vice-championne du monde. Et c'est terminé! La victoire du Mexique 2-0. Autant vous dire que ce soir, c'est pas la peine de vous raconter des salades. On est quand même plus près de rentrer à la maison avec cette humiliation face au Mexique. Ambiance gelée, voire glaciale chez vous, Stéphanie. Car il n'y a pas de mots assez forts pour décrire le désarroi des supporters français ici au Trocadéro. C'est simple, ils sont tous partis en quelques petites minutes, dégoûtés, il n'y a pas d'autre mot, par le score. L'équipe de France vit ses heures les plus sombres après l'exclusion de Nicolas Anelka, son avant-centre, parce qu'il a refusé de faire des excuses en public après avoir insulté Raymond Domenech à la mi-temps du match contre le Mexique. Et donc là, alors que l'équipe de France vient de perdre un match et qui a l'obligation de gagner le dernier contre l'Afrique du Sud, eh bien, cet entraînement, normalement, on doit voir l'équipe de France donner le meilleur d'elle-même. Ça ne va pas se passer comme prévu. Tout avait pourtant si bien débuté, avec des spectateurs venus en nombre acclamer les Bleus et des Bleus qui à leur arrivée se dirigent directement vers les supporters pour les saluer. Et donc moi je suis en train de filmer, je suis journaliste reporter d'image à l'époque, et puis j'ai un collègue qui me donne un coup de coude et qui me dit « T'as remarqué, il n'y en a pas un qui a des crampons pour s'entraîner aujourd'hui, c'est un peu bizarre. » Et j'en ai un autre qui me donne un coup de coude, regarde sur la droite, il y a le capitaine Patrice Evra, il y a l'entraîneur Raymond Domenech, et puis il y a Robert Duverne, qui est le préparateur physique, le kiné, qui sont en train un peu de s'engueuler. Puis à un moment, je vois effectivement Robert Duverne qui balance son chrono. C'est un communiqué des joueurs. Tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs, au revoir. Vraiment, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez essayé de les convaincre? On les voit repartir vers le bus, ça va durer 2 heures. On va se rapprocher du bus, les policiers, les forces de sécurité ne savent pas quoi faire. On va voir les rideaux qui vont être tirés. Je me souviens vraiment avoir dit à un petit gamin qui était tout content, je lui disais, écoute mon vieux, j'ai honte, je crois pas qu'ils vont redescendre en fait. Ce qui se passe cet après-midi est un scandale. Un scandale pour les Français, un scandale pour les jeunes qui sont ici, un scandale pour la fédération et pour l'équipe de France. Bonsoir à tous, depuis un peu plus de 2 heures, la France a repris sa place au sommet du sport le plus populaire de la planète. La France est redevenue championne du monde de foot. Mais qu'est-ce que c'est beau! En 2018, je suis face à un écran géant immense et face à une foule immense, 100 000 personnes qui sont sur le champ de Mars. Le décor est incroyable. Pour apercevoir les Bleus, il y a des grands, ceux qui ont déjà vécu 98, et puis des plus petits. Le bus arrive place de l'Étoile avec tous ses supporters rassemblés, mais les joueurs n'ont pas encore vu ce qui se passe juste à côté sur les Champs-Élysées. Et là, après le virage, là, ça va être très très impressionnant. Regardez, c'est magnifique ce qu'on vit en direct sur BFM TV. Et c'est vrai qu'on ne sent pas encore tout de suite l'histoire, mais ce bus il va aller très vite, et donc les gens vont être un peu déçus. Il y a cette folie pour tous ceux qui n'avaient pas vécu ça en 98, on est champion du monde. Il est 5h, édition spéciale sur BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est tous forcément ce matin saisis d'une immense émotion puisque on a appris un peu avant 3h la mort de Johnny Hallyday. Johnny, c'est toute notre vie, quoi. C'est presque plus dur qu'un membre de la famille. On a vécu avec, en fait, toute notre enfance. La mort de Johnny Hallyday, c'est un moment très Là, comment vous l'avez vécu, cette mort de Johnny Hallyday. Et c'est un grand moment. Ce matin-là, quelques minutes après notre arrivée, un grand chanteur. l'AFP annonce en ligne, Johnny Hallyday est mort.
Et à partir de ce moment-là, la machine BFM se met en marche. Elle est prête parce qu'un certain nombre d'éléments sont prêts, parce qu'une liste de numéros de téléphone sont prêts à être appelés pour faire réagir à la disparition de ce monument national. Et donc on raconte ça. Et je me souviens à la sortie du studio, je m'écroule en larmes. C'était en décembre, hein. C'était en décembre. On s'y attendait pas, mais presque. Et effectivement, lorsqu'il est décédé, on s'est dit que ça allait forcément provoquer quelque chose chez tous les fans. Et en l'occurrence, on ne s'est pas trompé, puisqu'il y a eu un événement, une journée assez extraordinaire pour rendre hommage à Johnny Hallyday. On va faire un cortège en parfait respect pour la famille. On va arriver très vite à 700 motos. J'avais pris contact avec une association de bikers et donc j'ai essayé justement de proposer une séquence avec eux et en l'occurrence ça a marché puisque j'ai convaincu une bikeuse de monter derrière elle pour descendre les Champs-Élysées. Igor Sayri qui a réussi à trouver une motarde, Nathalie, et pas un gros motard barbu et tatoué. Bien joué Igor. Beaucoup de bruit de moteur, vous l'entendez, et ambiance très passionnée ici. On est tous très très fiers de participer à ce dernier parcours des fans de Johnny Hallyday. Et là, vous vous sentez comment aujourd'hui? Triste, il manque quelqu'un, on a perdu quelqu'un. Et toi, Antonia, tu te sens comment? Triste. J'ai rencontré Johnny, il était à l'hôtel, j'y suis allé, j'ai demandé à parler à Johnny, il est venu me voir. Et alors, là, il était comment? Il était sublime. Aussi beau que vous. Non, ça m'étonnerait. Beaucoup plus beau quand même. Johnny, allumez le feu! Allumez le feu. C'est beau, c'est totalement bouleversant, c'est surréaliste. Quand on débarque sur le rond-point de l'Étoile et qu'on va commencer à descendre les Champs-Élysées, effectivement, on voit qu'il se passe quelque chose. On va arriver place de l'Étoile là. C'est un moment très fort, attendu aussi un peu par tout le monde, sans savoir ce que ça allait donner. Et nous, on le vit. Moi, je suis là, je le vis avec eux. Mais tout le monde le vit, ce moment historique de Johnny. C'est un grand moment, vous vivez sur BFM TV. Johnny, t'es le meilleur, tu seras toujours le meilleur. Cette chanson évidemment extrêmement singulière qui est en train de résonner là. C'est le morceau idéal, c'est le requiem, donc c'est là où le morceau d'adieu à un personnage très important. On composait des requiems pour les rois et les princes morts, là Johnny avait le sien. Presque les mêmes applaudissements qui résonnaient à la Madeleine ce jour-là. Effectivement, voilà, la vie de la France rythmée par les drames, par les tragédies et filmée par les journalistes de BFM TV. Alain Veil, le fondateur de BFM TV, merci d'être là, Alain. Je retiens ce qu'a dit tout à l'heure Igor Sayri, le grand reporter, qui disait en fait, c'est un grand moment que vous vivez en direct sur BFM TV. Ça, on l'entend beaucoup sur BFM TV. On vit des grands moments en direct sur BFM TV. Oui, c'est vrai que quand on a eu l'idée de faire BFM TV, c'est aussi parce qu'en tant que téléspectateur, on avait certaines frustrations. Moi, je m'en souviens du tsunami en Asie en 2004. Je regarde les chaînes d'infos, à l'époque il y en avait deux, BFM n'existait pas encore, et il n'y avait pas d'images, elles n'étaient pas en direct. Et je passe sur CNN, et là je vois que tous les reporters, les stars de CNN sont sur place en Thaïlande. Et je me dis, mais il y a plein de choses à faire. On peut montrer aux Français, finalement, l'actualité en direct, ce qui se passe, et on le voit bien dans les images qu'on vient de voir. Permettre aux Français de partager la catastrophe de Notre-Dame et finalement créer une cohésion nationale. Sinon, les gens, ils n'ont pas la réalité de ce qui se passe. Les Gilets jaunes aussi. C'était important de montrer la vérité. C'était difficile, les Gilets jaunes. Il y avait une pression très forte sur la chaîne. On nous reprochait de montrer les images. Et finalement, notre règle, c'est toujours de dire
on montre la vérité. Alors, il ne faut pas se faire manipuler, mais c'est important de montrer la vérité. Et Johnny, c'est aussi le symbole de l'importance. Avant, ça n'existait pas, la télévision. Il n'y avait pas cette couverture de l'actualité en direct. Et c'est vrai que c'est l'ADN de la chaîne. Vous avez dit, on a appris, ou BFM TV s'est développé en marchant. Ça veut dire quoi, apprendre en marchant, en fait? D'abord parce que ce projet, il est né d'une façon incroyable, parce qu'il y a eu l'opportunité de la TNT, donc ça s'est fait très rapidement. On a été candidat début 2015-5. C'est lui qui a créé c'est lui qui a créé BFM TV en 2005. Donc ça a été très vite, donc tout s'est construit progressivement, mais avec cette idée en tête que BFM TV, la chaîne devait donner la priorité au direct, et c'est l'ADN de la chaîne. Moi, ce que ça veut dire BFM TV, savaient ce qu'ils allaient attendre, ce qu'ils allaient voir c'est en une regardant info, je la chaîne, et en pense qu'ils interne, on veulent... savait tout ce qu'on devait faire pour produire la meilleure information. Il y a 20 ans, Mathieu, Coach, vous étiez déjà là. Il était blond, hein, il y a 20 ans. C'est gentil. Oui, mais il a gardé tous ses cheveux. Merci Mathieu, de remarquer. racontez-nous le début, parce que là, on voit des images spectaculaires, et puis cette façon qu'a BFM TV de se mobiliser et de partir sur le terrain. Mais au début, c'était plus compliqué quand même. Oui, là j'ai un problème de cheveux sur ces images qui passent derrière vous. Oui, là, c'était beaucoup plus compliqué parce que en fait on apprenait en marchant, c'est vrai, les moyens techniques ne suivaient pas. On était les pionniers de la télévision en direct, mais ça veut dire aussi par exemple qu'on utilisait des machines que personne n'avait jamais utilisées. Donc on pouvait faire des directs en utilisant grossièrement des téléphones portables un peu plus performants, et une fois sur deux, faut reconnaître qu'au début, ça marchait pas. Donc ça coupait, ça faisait rire les confrères des grandes chaînes, mais à la fin, ils se sont bien inspirés de nous, et ils se sont mis à faire eux aussi des directs. D'ailleurs, dans les 20 heures, il y a 20 ans, quand on a commencé, il n'y avait pas vraiment de direct à l'antenne, et ils s'y sont mis progressivement en s'inspirant de BFM TV. Mais Christophe qui est à côté de toi, Mathieu, le fond vert, il faut expliquer ce que c'est. Il n'y avait pas de décor à BFM TV. Dans le premier studio de BFM TV, tout était vert. Alors tout était vert, effectivement. Il fallait s'adapter à ça parce qu'il fallait pas qu'on ait de tenue verte, parce que si on avait une tenue verte, on donnait transparent. Ça a pu arriver certaines fois. Et effectivement, sur une partie du plateau, nous avions là un mur réel, puisque Alain avait investi dans un mur réel. mais au moment de l'interview de 8h30 avec Jean-Jacques Bourdin, on tirait le rideau vert. Et on a incrusté, on peut maintenant livrer évidemment les secrets des coulisses, on a incrusté le décor de l'Arc parce de qu'ils Triomphe. ont un fond vert à Mathieu l'époque, les racontait journalistes. l'inconfort sur le terrain, et vous disiez dans le reportage, la machine se met en marche. Mais pour ceux qui nous suivent, c'est quoi la machine BFM TV, telle que vous l'avez racontée? Alors, c'est vrai que c'est important de l'expliquer aux téléspectateurs. Enfin, quand la chaîne est bonne, c'est souvent en grande partie grâce à tous les techniciens qui sont derrière, effectivement, la fabrication. Et c'est vrai qu'on a une capacité, grâce aux moyens techniques nouveaux qui sont arrivés, évoqués par Mathieu, on a eu la possibilité de retransmettre l'événement grâce à des procédés, effectivement, totalement nouveaux, en direct, avec un maximum de risques. Voilà, mais on assumait totalement ce risque. Et la machine BFM TV, c'est cette capacité qu'on a toujours aujourd'hui, de réveiller les gens au milieu de la nuit, qu'ils soient techniciens, journalistes, envoyés spéciaux, correspondants en région, et de les envoyer sur des spots impossibles pour être en direct au moment essentiel que sont... Ah oui, et t'as parfois râlé d'ailleurs. Et Christophe a réveillé pendant longtemps les téléspectateurs de BFM TV avec Pascal de la Tour du Pin. Pascal qui est avec nous ce soir et qu'on retrouve chaque matin sur RMC. Pascal, c'était comment de travailler avec Christophe en un mot? Le réveil, c'était quelle heure en fait? C'était génial, c'était comme maintenant. 1h et demie, non? Du matin. Pour toi, oui, pour moi maintenant. Ah oui, moi maintenant, mais à l'époque. Oui, c'était 2 heures. Moi, ça a toujours été 2 heures pendant pratiquement 30 ans. Ouais. C'était un moment incroyable. Nous, on a été quand même extrêmement privilégiés parce qu'on avait une liberté qu'Alain nous laissait. On retrouve Pascal, il y a 20 ans. Ah ouais, franchement. Petit au fleu. Ouais, c'était sympathique ce petit chemisier. Les looks ont un peu changé, ouais. Non, mais on avait une liberté de ton qui était incroyable. D'abord, il y avait une rigueur. On était une machine, une équipe, une machine. Il y avait une rigueur incroyable au niveau de la réalisation de l'émission et du contenu. Mais on avait surtout une liberté de ton. Et puis, nous, on ne connaissait pas, enfin, Alain et la direction, Hervé Bérou, Guillaume Dubois à l'époque, nous laissaient une liberté de ton. Et je pense qu'on a quand même donné un peu le là sur les matinales. Ça se faisait pas, hein, ce qu'on fait. Le ton qu'on utilisait. On aussi ce soir, c'est les secrets de fabrication d'une chaîne info. Par exemple, vous préparez bien sûr la matinale, les sujets, mais quand arrive un événement comme Fukushima,
on met tout à la poubelle. Alors c'est incroyable. Ouais, Fukushima, ça a été. Non, mais moi je me souviens qu'on vit la deuxième vague en direct. La première vague c'est avant, et la deuxième vague, on voit les images en direct. Moi je me souviens que je pose la question à Christophe, je dis mais c'est hop, c'est une boucle. Non, c'est du direct. Et on se sent impuissant et on partage l'actualité, on la vit avec les téléspectateurs. Et c'était dur parce qu'on savait qu'effectivement c'était un drame épouvantable. Il y a une formule là, qui est un peu bizarre, il faut l'expliciter. Laquelle? Tous les deux, vous dites quand on anime une matinale, qu'on arrive, il y a l'énergie, on se trouve dans un état de semi-ébriété. Il ne faut quand même pas exagérer. Si, on l'a bien noté, hein, celle-là, donc ça veut dire quoi? Non, c'est pas ça, c'est que conscient de réveiller effectivement les Français au matin et conscient que nous devons inventer une nouvelle écriture, Pascal et moi, effectivement, nous avions l'énergie nécessaire pour ça, et tout ça a été servi. Et là aussi, j'insiste beaucoup sur les coulisses de tout ça, par une équipe absolument incroyable. C'est-à-dire que cette liberté que nous avions nous permettait effectivement de prendre tous les risques à l'antenne et de les assumer. Ça passe pas, c'est pas grave, mais en tous les cas, on l'aura tenté. Et c'est cette liberté qui a permis effectivement de construire, je crois, une partie de l'écriture BFM. Alors Thomas Soto est avec nous, merci Thomas, parce qu'à cette heure-ci, je le disais tout à l'heure, il dort, parce que demain matin, on le retrouvera sur RTL. Vous êtes resté à BFM TV de 2005 à 2011. Vous avez vécu de grands événements, à la fois en studio, mais aussi, on l'a vu tout à l'heure, sur le terrain. Que retenez-vous de ces années BFM ? En fait, je suis très ému par ce qu'on a vu là, parce que moi j'ai connu BFM avec Alain au tout début. Il y avait un grand bureau, un open space, c'était pas très loin d'ici. Il y avait un rédacteur en chef, Marc Cantari, et Marc Bombard, Guillaume Dubois, et on savait pas du tout ce qu'on allait faire. Et quand on voit ce que c'est devenu, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup travaillé, mais on n'a jamais transigé sur les principes. Et les principes, c'est ce qu'on a vu, c'est le terrain, c'est l'image, c'est le reportage. Moi, c'est pour ça que j'ai adoré travailler sur cette chaîne, et c'est pour ça que j'adore toujours la regarder, parce qu'il y a du reportage. C'est pas une chaîne de blabla. Il y a de l'analyse, il y a du commentaire, mais il y a aussi du reportage. On va au contact. Pardon, je dis encore on, c'est fou ça. Vous allez, au contact des gens. Et puis Alain, c'est drôle parce que pendant le petit film qu'on a vu, il commentait tout. Ah oui, ça on n'avait pas été bon. Ah oui, là-dessus on est arrivé en retard. Ah oui, là on a été bon, etc. Alain, je peux vous le dire maintenant, on était tous terrorisés de prendre l'ascenseur avec vous, parce qu'on se disait, Alain c'est un taiseux, donc à l'époque BFM était au 7e, rue de Radour-sur-Glane, 7e étage, et on se disait merde, à partir du 2e étage, qu'est-ce qu'on va se dire? Et moi, la première fois où j'ai eu une vraie conversation avec vous, j'étais au Liban en 2006 avec Jean-Marie Marchaud qui est encore dans la maison. On couvrait la guerre là-bas, et ce que disait Mathieu, on testait des nouvelles technologies, on testait des moyens de direct, etc. Et un jour, le téléphone sonne un matin, Alain Veil, oh la merde, qu'est-ce qui se passe? Oui, comment ça se passe? Comment vous transmettez? Vous voulez plus de moyens? Et à chaque fois, Alain, et ça il faut lui rendre hommage pour ça, mettez les moyens, mettez à disposition les moyens techniques, les moyens humains, et ça c'est irremplaçable. Et cette chaîne était tellement dingue, qu'en rentrant du Liban, un samedi, le lundi suivant, on me dit tu veux pas aller finir la Coupe du Monde en Allemagne en 2006? Et c'était unique de vivre ça. C'était une start-up. Le terrain, parce que vous êtes maintenant dans un studio. Ça manque toujours le terrain. Qu'est-ce qui est mieux, le studio ou le terrain? C'est pas que c'est mieux, mais quand on est en studio, on est un chef d'orchestre qui essaie de faire jouer les musiciens. On est là pour mettre en valeur le travail du terrain. Mais l'âme de ce métier, ça reste le terrain, ça reste le reportage. Mais ce que l'on voit à travers ces reportages aussi, Thomas, Christophe, Pascal et Mathieu, c'est que en fait, on est les témoins d'une société qui change, d'une société qui évolue. Ce n'est pas nous qui la faisons changer, on est juste les compteurs de ces changements. Alors comment est-ce qu'on les vit? Comment est-ce qu'on est marqué? Comment est-ce qu'on les accompagne? Là déjà on les vit, et ce qui est nouveau depuis 20 ans avec BFM, c'est qu'on les vit en direct. D'habitude, il se passait quelque chose, on regardait le 20h, on lisait nos journaux, nos quotidiens le lendemain matin, et on avait un récit. Là, on participe en direct, donc ça nous oblige, ça nous met une énorme responsabilité, parce que le truc le plus important, moi, que j'ai appris à BFM, c'est dire « je ne sais pas ». C'est-à-dire dire « voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on peut vous dire, voilà ce qu'on sait et voilà ce qu'on ne sait pas ». Et le contrat de confiance avec le téléspectateur, il naît de ça, de l'honnêteté qu'on a, et de dire voilà, il y a des images, on les comprend peut-être pas complètement au moment où on vous parle, mais on va les analyser, on va essayer de les comprendre, on va chercher des spécialistes et on va vous dire ce qui se passe vraiment. On disait que BFM TV nous permet aussi, quand on revoit ces images, de comprendre comment la société a évolué. Et Fanny Agostini, merci d'être là. Vous avez incarné la météo, mais j'ai envie de dire plutôt les changements climatiques de ces 20 dernières années, de ces bouleversements climatiques que nous vivons. On a vu tout à l'heure la tempête en Charente-Maritime. Et c'est ça aussi qui est important de souligner ce soir, c'est que BFM TV, c'est le témoin de tous ces changements. Oui, absolument. Et
je dois remercier aussi la chaîne de m'avoir permis aussi cette liberté de ton et puis de monter au créneau bien avant la COP21, bien avant 2015. C'est vrai que c'était des sujets qu'on pouvait qualifier d'abscons, ou enfin qui étaient vraiment hors radar. Donc oui, je suis allée embêter un paquet de fois Alain Veil, Hervé Bérou, qui d'ailleurs faisait mine de décrocher son téléphone quand il me voyait arriver par la baie vitrée de son bureau, voilà, parce que j'allais encore lui proposer un autre truc, encore essayer de pousser et de monter sur ces sujets-là d'enjeux et climatiques et de préservation de la biosphère. C'était presque en fait comme une espèce de service qu'on rendait aux Français en racontant ce qu'ils étaient en train de vivre au quotidien à travers ces bouleversements climatiques, en fait. C'était pas simplement, effectivement, le bulletin météo. Pas uniquement voilà. Scientifique, c'est dire voilà ce à quoi vous allez être confronté chez vous, dans votre quotidien, dans votre région, dans votre département. Bien sûr, et les évolutions et les tendances qui se confirment. On a fait que sévériser le diagnostic au fil des ans, donc c'était clair, et d'offrir cette lecture-là aux téléspectateurs, c'était... Avant toi, Fanny, la météo, c'était les petits soleils et les... Non, mais c'est vrai. Les petits pictogrammes, c'est vrai. C'est vrai, et puis je sais pas comment ça se passe. Souvent du terrain. Oui. Et parfois. Non, Souvenez-vous, Fanny. vous avez osé. Mais oui. Puis la mer aussi qui est montée de façon assez considérable du côté de Saint-Malo, priorité au direct, où vous vous trouvez Fanny Agostini. Fanny qui a les pieds dans l'eau. Attention Fanny, il y a une grosse vague derrière. Oh non, alors attendez, c'est notre caméraman qui a dû avoir un petit souci. La vague a été plus forte que prévu. Fanny, tu es toujours là? Le micro fonctionne. Je m'attendais à la douche ce matin. Ah ben voilà, ça y est, c'est vivifiant Fanny. Je m'attendais à la douche ce matin. Elle était au chaud dans ce studio, oui. Elle riait. Non mais je riais, non mais au début, non mais il faut le dire quand même, Fanny. Ça n'a pas été indolore. Non mais la pauvre, elle a eu des séquelles, mais elle n'a pas pris de risque. Non mais il faut le dire quand même. Pour rétablir une vérité, j'étais sous la supervision des pompiers sur place, donc je m'étais mis vraiment dans la zone de sécurité. J'ai pris la plus grosse vague de la matinée et bien sûr elle était dans mon dos. C'était un moment assez douloureux effectivement, mais mon obsession à ce moment-là, on dit que... Vous avez eu mal? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai des hématomes de partout. Mais mon obsession à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez vu, je levais quand même le bras au ciel parce que mon obsession c'était la priorité au direct. C'était surtout que le micro ne prenne pas l'eau et de me replacer devant la caméra. J'ai fait 10 mètres, j'ai été traîné sur une dizaine de mètres. Voilà, c'est priorité au direct, donc on apprend en marchant, mais on apprend aussi en tombant. Alors la météo est aujourd'hui incarnée notamment par Kevin Fleury. Je sais qu'il est là dans l'assistance, Kevin. Bonsoir Kevin, vous êtes journaliste météo à BFM TV. Vous, ce sont les inondations dans le Pas-de-Calais qui vous ont particulièrement marqué. Oui, c'était en novembre 2023, donc il y a déjà bientôt 2 ans, juste après le passage de la tempête Kiran qui avait fortement bousculé le nord-ouest de la France. Et on se retrouve en effet envoyé sur place à l'époque avec Céline Pitlet, Romain Giraud, Anthony Métro et évidemment les différents chefs de cas. Et en fait, en arrivant sur place dans ce département du Pas-de-Calais, on ne découvre pas un bourg ni 2 maisons inondées, mais des quartiers entiers, des dizaines et dizaines de communes, près de 200 au total. Et on se retrouve confronté en effet à des images terribles, à des habitants qui ne savent plus où aller le soir. Et donc, en gros, entre 6h et minuit le soir, pendant 4 jours, on se retrouve à faire des duplex avec encore des orages au-dessus de nous. Et cet accueil des habitants du Pas-de-Calais nous avait particulièrement marqué à l'époque, parce que quand vous avez les pieds encore dans la boue et qu'on vous invite après un duplex, c'était pas très loin de ce moment-là, à venir prendre un café et à discuter avec les habitants, je peux vous dire que vous viviez des moments très humains. Et je pense notamment à Stéphane et sa maman, voilà, qui nous avaient accueillis chez eux. On les avait suivis en fil rouge. Le premier jour, c'était du café qu'ils nous offraient. Les jours suivants, c'était un remontant du Pas-de-Calais, donc il fallait suivre et assurer les duplex. Mais tout ça pour vous dire qu'en effet, on a vécu des moments difficiles sur place et qu'au rythme des duplex, au rythme des rencontres avec les habitants, on n'était plus simplement des journalistes, on était devenus un peu des habitants du quartier, en fait. Et en effet, on avait vécu des moments profondément humains. Et ce soir, je pense qu'on peut avoir une pensée pour les sinistrés. Surtout que malheureusement, ces événements se sont reproduits et vont se reproduire. Et puis, BFM TV, cette chaîne qui vous accompagne au quotidien, qui vous raconte l'actualité, qui vous raconte la vie, c'est voir aussi comment vous la percevez. Et c'est pour ça qu'on va retrouver Jean-Wilfried Forquès, qui est en direct à Toulouse. Il est là. Regardez. Quelle popularité. Et Jean-Wilfried, voilà, qui est avec 2 téléspectateurs de BFM TV.
Alors, les deux téléspectateurs, c'est Gérard et c'est Véronique, ils vous écoutent depuis quelques instants et ils ont le trouillomètre à zéro parce que vous êtes des professionnels, nous sommes des professionnels, on va sur le terrain, en plateau, mais eux, ils n'ont pas l'habitude de commenter et de critiquer, mais on va leur demander ce qu'ils pensent de cette chaîne, qu'ils vivent comme nous ici dans les régions, sur le terrain. Gérard, on vient Ouais, souvent est-ce voir que vous sur le en marché, pensez de vous êtes cette chaîne charcutier. BFM TV? Gérard, Est-ce que c'est une bonne chaîne d'info? Est-ce que c'est cette une chaîne, elle mauvaise? est importante pour vous, vous me disiez? Dites-moi dans les Elle est commentaires. importante pour l'affaire Mera. Moi, je ne suis pas un téléspectateur très assidu, mais je reconnais que quand un événement est d'importance, je me braille sur BFM TV. Et ça a commencé effectivement avec l'affaire Mera, où j'ai commencé à faire votre connaissance, régulièrement retrouvée. Chez Victor Hugo, on va y revenir dans quelques secondes. Il y en a une qui suit également ce qui se passe à la télévision sur les faits divers, c'est Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir monsieur Forquès. Oui, vous suivez les faits divers et récemment il y a un fait divers qui vous a tenu en attente devant la télévision. Et en haleine aussi, exactement. Celui qui a concerné notre région, l'affaire Jubilard, que j'ai suivi vraiment tous les jours. Pour moi c'était comme, si vous voulez, un feuilleton. Et il fallait pas rater un épisode, surtout. Et je vous ai vu aussi présent dans la salle d'audience. Donc, en tout cas, vous suivez d'un mot Gérard, il faut aller rapidement. Vous voyez cette société qui évolue au marché Victor Hugo tous les matins. Je la vois tous les matins, effectivement, c'est une société qui évolue. Au marché Victor Hugo comme ailleurs, ça évolue. J'espère le bon bien, j'espère le bon sens. Merci à tous les deux, merci d'avoir été avec nous ici au restaurant Le Bibint à Toulouse, qu'on remercie pour son accueil. Merci Jean-Wilfried Forquès. Tiens, bonne soirée Jean-Wilfried. Avec Laura Dubois pour BFM TV. Comme par hasard, il a choisi un charcutier. Alain, la signature, la marque de fabrique de BFM TV, c'est le fameux priorité au direct. Oui, c'est vrai. Quand on a travaillé avec l'agence de pub, on cherchait une signature. Avec cette même agence, pour RMC, on avait trouvé une très bonne signature au moment de la Coupe du Monde de foot. Maintenant, c'est là que ça se passe. C'était vrai, parce que RMC avait les droits exclusifs de la Coupe du Monde de foot. Donc pour BFM, on a cherché quelque chose qui soit juste, qui soit vrai, qui sonne bien partout. Et en discutant avec l'agence, le patron de l'agence, Pierre de Bonneville, me dit, mais finalement, c'est priorité au direct. Et je dis oui, c'est ça. Et voilà, et on a arrêté la signature comme ça. Et moi, j'aime bien le parce que c'est logo, une signature où tout le monde sait ce qu'il doit faire. En interne, le spectateur sait ce qu'il doit attendre, parce que je disais tout à l'heure. Ouais. Oui, effectivement, je me trouve actuellement sur le plateau de C'est à vous. Suivez-moi, regardez, c'est ici que les gens dînent et c'est surtout ici que chaque soir, je me moque de BFM TV. Et voici ce que je vois quand je le fais. C'est une caméra. Si je vous avais en face de moi, je ferais moins le malin. Tout ça, plus sérieusement, pour vous remercier d'être mes principaux fournisseurs d'images depuis toutes ces années, puisque clairement, sans vous, ma chronique durerait 1 minute 30. Alors, merci à toutes mes têtes de turc, préféré le chargé des bandeaux, qui est quand même pas le dernier sur les jeux de mots, le programmateur des invités, je n'oublierai jamais les interviews mémorables de Francky Vincent et du marabout dans l'affaire Pogba. Merci aux envoyés spéciaux qui se pèlent en meublant pendant des heures dans le froid et les journalistes en plateau passionnés par les priorités au direct. Joyeux anniversaire BFM. Je file en édition spéciale puisqu'on m'a dit qu'il paraît qu'il va neiger. Je dois aller vérifier si la neige tient. Merci Bertrand Chameroy. Alain. Oh, il y a du monde hein, sur BFM là ce soir. Hein. Merci Bertrand. Se moquer de nous comme ça, c'est la preuve aussi du succès, quoi. Oui, c'est souvent la consécration. Donc, il faut toujours être copié, il faut toujours être moqué. Ça veut dire qu'on compte dans le paysage, qu'on fait des choses qui marquent les téléspectateurs et ça fait plaisir de voir ces images. Des fameux bandeaux BFM TV, il faut savoir que beaucoup regardent BFM TV sans le son, notamment dans les cafés, les restaurants, les bars. Donc les bandeaux sont très importants. C'est ce qu'on appelle le scroll et d'ailleurs on tient à saluer ce soir tous ceux qui travaillent, tous ceux qui le font tous les jours, avec toutes les équipes du scroll. Avec la panique de l'architecte de l'orthographe. Et je pense qu'Alain s'en souvient très bien. Au début, on était limité en nombre de caractères dans le scroll. Donc le ministère britannique des Affaires étrangères était devenu le Minbrit des AE. Et il y avait quelques bugs dont Olivier Mazerolle a souvent parlé avec notre logiciel Dalet. Et je me souviens qu'un jour, un grand patron était devenu Gérard, réparateur de Vélib. Voilà, merci à tous. La soirée ne fait que commencer, oui. Bien évidemment. On va continuer d'égrener, de raconter ces 20 ans de BFM TV. Mais vous le savez, qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Il faut marquer une petite pause et ensuite on revient avec de nouvelles images et l'entretien avec tous ceux qui font la chaîne, votre chaîne.